Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et exceptionnellement, j'anime seul cet épisode aujourd'hui. Cela fait maintenant quelques mois que le Maître Cube a fait ses débuts et on me demande régulièrement comment faire un cube, quels sont les conseils que je donnerais, notamment dans toute cette partie un petit peu fuzzy, un petit peu préliminaire dans laquelle on ne sait pas trop bien où aller. Et je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire un épisode, ou pour être plus exact, une série d'épisodes, une sorte de tutoriel, un cubtoriel, une base qui pourra permettre à ceux et celles qui voudraient se lancer dans l'aventure d'avoir un petit guide, quelque chose qui récapitule un petit peu tout ce que je pense que vous devriez savoir. Alors évidemment, ça ne sera pas du tout exhaustif. Si c'était exhaustif en quelques petits épisodes d'une grosse demi-heure chacun ou quoi que ce soit, enfin, vous douteriez bien que je ne me donnerai pas la peine de faire autant d'épisodes pour parler indépendamment et de manière plus spécifique de chacun de ces sujets. Mais j'espère que ce petit tutoriel permettra à chacun et chacune d'entre vous qui voudrait se lancer là-dedans et essayer de faire avec ses petites mains son propre cube. Et j'espère que ça leur permettra d'être un petit peu plus guidés et de se sentir un petit peu moins perdus et que cette tâche leur paraisse un petit peu moins effrayante. Parce qu'au final, la finalité de tout ça, c'est que le cube, on l'a dit, on le redit, c'est le meilleur format de Magic. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que le plus de personnes possible puissent cuber, puissent créer leur propre cube si c'est ce qui leur plaît. Et si jamais j'ai les moyens de leur donner la possibilité de le faire, eh bien, ça me rend heureux, tout simplement. Dans ce premier épisode du Cubtoriel, nous allons nous attarder sur la partie la moins, on va dire, précise du problème, c'est-à-dire l'idée, le concept de départ de votre cube. En fait, lorsqu'on crée un cube, on le fait forcément à partir d'une idée, et qu'elle soit plus ou moins floue, plus ou moins précise. Et cet épisode, il va avoir uniquement pour but de s'attarder sur cette partie-là, c'est-à-dire, en fait, toute la partie conceptuelle qui se passe avant que vous rentriez des cartes dans votre page Cube Cobra, avant que vous commenciez à créer votre liste. En fait, créer un cube, en quoi ça consiste et comment est-ce que vous pouvez le faire. Alors, d'abord, je vais poser une question qui va peut-être paraître un peu bête, mais qui me paraît être essentielle. Et cette question, c'est: dois-je vraiment créer mon propre cube ? C'est une question que je pense que vous devriez tous vous poser le moment où l'euphorie vous prend et vous vous dites « mais je veux créer mon propre cube ». Alors, pas parce que ça pose problème que vous créiez un cube sans bonne raison ou sans bonne réponse à cette question. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que avant de vous lancer dans cette entreprise, essayez de comprendre ce qui vous motive. Dans un premier temps, cette motivation, elle est importante à comprendre parce que si vous voulez créer un cube qui ne soit pas redondant avec ce qui existe déjà peut-être dans votre playgroup, alors si vous êtes dans une ville, dans un endroit où il n'y a pas de cube du tout, et que justement votre objectif c'est de créer le premier cube entre guillemets avec lequel vous et vos amis pourrez jouer, mais c'est déjà une motivation en soi, et cette motivation elle est extrêmement légitime. Je pense que c'est une motivation qui est complètement moteur et elle est complètement valable. Maintenant, si jamais ce n'est pas ça la raison qui vous anime, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous amène à faire ceci. Est-ce que c'est parce que vous aimez beaucoup cuber mais que vous voulez une expérience différente ? Est-ce que ce que vous cherchez, c'est une manière, vous, de vous adresser à cet exercice ? Mais dans ce cas-là, je vais venir vous poser la question, est-ce que l'important pour vous, c'est de créer ce cube, ou est-ce que le but pour vous, c'est de le jouer ? Et ce n'est pas la même chose. Venez vous interroger, et notamment, je pense que la bonne manière d'aborder cette question, le bon point de départ, c'est de vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque dans votre playgroup ? Qu'est-ce qui vous manque dans votre pratique de Magic ? En fait, cette création de cube, qu'est-ce qu'elle vient chercher ? Qu'est-ce qu'elle vient activer chez vous que vous n'avez pas déjà dans votre pratique du jeu avec vos amis, avec potentiellement les cubes qui existent déjà dans le playgroup et aussi avec juste vos decks, ce que vous faites au quotidien. Parce que créer une decklist, donc là je parle pas de cube, je parle bien de deck pour du construit. Créer une decklist, vous pouvez en faire 10, 20, 30, 40, 50. Et si vous jouez une seule fois avec votre deck, eh ben c'est pas grave.
Là, la différence, c'est que vous allez vite le comprendre, et je pense que certains d'entre vous le savent déjà, construire un cube, c'est un exercice qui est beaucoup plus long, qui demande beaucoup plus de travail, et si jamais vous vous lancez dans cette entreprise pour au final le monter et le jouer une seule fois, moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Et si jamais c'est quand même important pour vous de le faire et que c'est ça qui arrive, eh bien vous avez bien raison, je ne suis pas là pour vous en dissuader. Mais si je peux vous donner un petit conseil, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous anime dans la création de ce cube. Ce que ça va venir faire, c'est que d'abord, peut-être que vous allez vous rendre compte que votre motivation, elle n'est pas si profonde que ça, et vous allez vous lancer dans d'autres projets, vous n'allez pas monter votre cube, et peut-être que c'est pour le mieux, ça va vous économiser du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Mais si jamais vous avez une très bonne raison de le faire, eh bien ça va énormément vous guider, justement dans l'épisode dont on va parler aujourd'hui, cette motivation d'origine, cette idée de départ, ça va être un moteur extrêmement puissant, mais aussi un guide, un fil d'Ariane, quelque chose que vous allez essayer de suivre du début jusqu'à la fin, et ça va vous aider à ne pas vous égarer, parce que vous allez le voir, la construction d'un cube, c'est un exercice qui est long, mais c'est un exercice qui est aussi déroutant, parce qu'on va manipuler un très très grand nombre de cartes, un très grand nombre de concepts, un très grand nombre d'idées, et si jamais vous vous retrouvez à ne pas trop savoir où vous voulez aller, c'est la meilleure manière soit de ne pas terminer votre projet, soit de vous retrouver avec un poulet à trois pattes et que au final vous ne soyez pas satisfait du résultat. La deuxième raison pour laquelle je vous recommande de vous poser cette question, c'est parce que je vous incite très fortement, si vous voulez créer votre premier cube, jouez davantage. Avant de vouloir créer votre premier cube, assurez-vous de cuber régulièrement, de comprendre ce format, de comprendre ce que ça implique de vouloir créer un cube, de ce que ça implique de jouer dans ce format. Les choix que vous allez faire quand vous allez concevoir la liste de votre cube vont impacter l'expérience de jeu des personnes qui vont jouer votre cube. Si vous n'êtes pas capable de vous projeter dans l'expérience que ces personnes vont avoir, vous allez faire des mauvais choix, vous allez mettre des cartes qui vont générer une mauvaise expérience, vous allez avoir du mal à équilibrer l'ensemble. Construire une liste de cubes, ce n'est pas construire une liste de decks. Quand vous faites une decklist, votre objectif, c'est de faire le deck le plus puissant qui soit. C'est pas ça, faire un cube. Donc, assurez-vous de bien comprendre votre médium, assurez-vous de bien comprendre ce que c'est que le cube et de jouer un maximum avant de vous lancer dans cette expérience. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Par contre, si vous êtes dans l'impossibilité de le faire, car c'est le premier cube de votre playgroup et vous êtes juste passionné de Magic, vous aimez ça, votre groupe aimerait bien cuber, mais malheureusement, il n'y a pas de cube chez vous, eh bien, dans ce cas-là, lancez-vous quand même dans l'entreprise, mais gardez à l'esprit que c'est un travail long, itératif, c'est-à-dire que vous allez devoir faire plusieurs étapes successives pour arriver à vos fins et avoir un résultat satisfaisant. Considérez que le voyage sera long, mais qu'il en vaut la peine. Maintenant qu'on a établi que vous saviez pourquoi vous vouliez faire votre cube, vous avez fait déjà le plus important. Et maintenant, on va s'intéresser à deux méthodologies complètement différentes de travail. Je vais vous parler de la méthode descendante, qu'on appelle la méthode top-down, et la méthode ascendante, qu'on appelle bottom-up en anglais. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux démarches et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui ? En réalité, lorsqu'on design quelque chose, lorsqu'on conçoit quelque chose, il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Et on distingue deux approches vraiment opposées, la méthode descendante et la méthode ascendante. Qu'est-ce qu'on entend par méthode ascendante et descendante ? Pour faire simple, la méthode descendante, donc top-down, va essayer d'abord de penser le sujet de la chose que vous voulez concevoir comme une idée, un ensemble holistique. Donc ce que j'appelle holistique, c'est d'essayer de voir le tout comme quelque chose d'indivisible et non pas comme quelque chose qu'on peut fragmenter en petits morceaux observables individuellement. Donc une approche beaucoup plus holistique où on réfléchit à l'idée dans son ensemble, au concept global, et où petit à petit, on va à la manière d'un entonnoir, petit à petit rentrer dans le détail des choses. Ce que ça veut dire typiquement dans la situation pour notre cube, ça signifie que d'abord vous allez réfléchir à énormément de choses, plein de concepts, plein de règles, plein de contraintes pour vous de design que vous allez penser en amont et ensuite seulement vous allez vous lancer dans la création à proprement parler de votre cube. Vous allez sélectionner les cartes, faire votre liste. Mais
L'idée, ce sera de réaliser l'idée de départ que vous aviez eue en amont en mettant les mains dans le cambouis, et donc en vous concentrant de plus en plus sur les atomes de votre cube. Et l'autre, la méthode ascendante, va avoir un fonctionnement quasiment opposé. La méthode ascendante, elle, va d'abord se focaliser sur les atomes, c'est-à-dire les différents éléments qui constituent votre cube, ou tout autre objet de votre conception. Vous allez d'abord vous intéresser à ces éléments-là, à leurs interactions, et de manière beaucoup plus émergente, vous allez réussir à petit créer un tout cohérent, à lui donner une forme, et cet ensemble cohérent, c'est lui qui petit à petit va se forger son identité au fur et à mesure. On pourrait dire que ce qui les différencie, c'est est-ce que vous voulez que l'identité de votre cube, elle soit pensée en amont ou en aval? Est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose d'émergent, c'est-à-dire que au fur et à mesure des itérations, vous allez comprendre en fait ce que vous êtes en train de créer et vous allez vous adapter à là où votre voyage vous emmène? Ou bien est-ce que vous voulez plutôt essayer de penser les choses en amont et de rendre votre idée, votre projection, de la rendre possible? C'est deux manières complètement différentes de travailler et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment une question de sensibilité. Le truc, c'est que vous n'allez pas du tout faire les mêmes choix et pas du tout avoir les mêmes processus si vous utilisez l'une ou si vous utilisez l'autre. La méthode descendante, elle, va vous demander de penser une structure, un fil conducteur. Par exemple, votre point de départ pourrait très bien être l'atmosphère de votre cube. Est-ce que vous voulez faire un cube thématique? Voilà, un thème par exemple, c'est quelque chose qui peut essayer de définir beaucoup de choses avec au final très peu de mots, mais ces choses-là, derrière, ça va être votre cadre. Ça va être, en quelque sorte, le moule dans lequel vous allez évoluer et vous allez tenter de définir chaque atome de votre ensemble au prisme de ce thème. Par exemple, si on prend mon cube archéologique, c'est un très bon exemple de comment les choses se sont faites. J'ai d'abord cherché une idée, j'ai d'abord cherché quelque chose qui me plaisait à faire. J'ai tendance à travailler davantage en top-down, en méthode descendante, donc ce n'est pas surprenant me concernant. Mais ce thème, au moment où j'ai compris ce que je voulais faire et que je voulais créer un cube qui tourne autour de cette ambiance-là, donc Indiana Jones, Tomb Raider, vraiment c'est cette idée des mondes perdus, quoi. À ce moment-là, ça a défini énormément de choses en amont et j'ai pu, dans un second temps, chercher quels étaient les outils, les engrenages dont j'avais besoin, en l'occurrence les cartes, pour pouvoir faire fonctionner mon idée. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Toujours dans une optique descendante, une autre chose qui peut vous driver, qui peut vous guider, c'est une contrainte. Vous pouvez, par exemple, partir d'une idée qui va vous restreindre, qui va vous empêcher de faire ce que vous voulez, et ensuite, vous allez penser l'élaboration de votre cube au prisme de cette contrainte. C'est exactement comme cela que fonctionnent les Cube Challenge que j'organise avec mon playgroup. L'idée, c'est d'abord de partir d'une contrainte, et ensuite, ils sont complètement libres de penser le cube qu'ils désirent. Mais cette contrainte, ce point de départ, les structure tellement dans leur processus itératif, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent littéralement pas faire, que dès le début, en réalité, ils vont réfléchir à comment rendre cela possible, beaucoup plus que maintenant j'ai une page blanche, et qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu comme si vous aviez déjà la forme de votre cube, et qu'ensuite, ce qu'il fallait décider, c'était qu'est-ce que vous alliez mettre dedans. Puisque dans tous les cas, il faudra que ça rentre dans le moule. C'est vraiment cette même idée. La contrainte, elle peut être multiple. Ça peut être, je décide de mettre 100 exemplaires de la même créature. C'est comme ça qu'est né le cube ornithoptère. Ça peut être, comment est-ce que je fais pour faire un cube qui contient moins de tant de cartes, etc., etc. Il y a autant de contraintes que vous pouvez en imaginer. Et ça peut être une très bonne manière de créer un cube original. Et j'en arrive à la dernière, selon moi, façon de penser un cube de cette manière descendante, avec une méthodologie top-down, c'est d'avoir une idée originale, quelque chose qui n'a jamais été fait. Cette originalité, elle peut venir de n'importe où. Mais à partir du moment où vous vous dites « je vais faire quelque chose qui n'existe pas », très rapidement, les atomes vont commencer à s'organiser autour. Et c'est une très bonne manière de vous guider dès le début du processus
c'est de vous accrocher à quelque chose de neuf. Et alors quand je dis original, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a jamais été fait par qui que ce soit dans le monde. Mais imaginons, vous êtes dans un playgroup dans lequel il y a déjà 3 ou 4 cubes. Les cubes qui se trouvent dans ce playgroup, c'est un cube vintage, le cube qui est classique, qui est sur Magic Online. Vous avez un cube popper. Ah d'accord, quelqu'un a déjà fait un cube popper. Quelqu'un a fait aussi un autre cube personnel où il a mis des cartes de sa collection. Et en fait, vous vous rendez compte que ce qui vous dérange, c'est que aucun de ces cubes-là n'a de thématique propre. En fait, ils sont tous purement mécaniques. Et vous aimeriez qu'il y ait un thème, que ce cube il raconte quelque chose. Et bien ça, c'est un très bon exemple d'approche top-down. C'est-à-dire que vous allez d'abord partir d'un élément qui est très conceptuel, et ensuite vous allez chercher comment le rendre possible. Et là, peut-être que vous allez chercher quel serait le thème qui vous plairait. Peut-être que c'est quelque chose qui a un thème un petit peu large, comme par exemple l'Antiquité. Mais peut-être que c'est quelque chose de beaucoup plus conceptuel, comme la peur. Vous voulez faire un cube qui fasse peur. Mais ça se trouve, vous n'allez pas prendre que des cartes d'Innistrad parce que vous comprenez que c'est quelque chose de plus profond. Vous allez vous attarder aux illustrations, aux textes d'ambiance, à des choses beaucoup plus globales. Ça, c'est un très bon exemple de comment vous pouvez vous y prendre pour vous structurer dès le début et ensuite, petit à petit, itérer. Mais comme je vous l'ai dit, il existe une autre approche. Et cette autre approche, c'est la méthode bottom-up, c'est-à-dire ascendante, où vous allez partir au contraire du point de départ des atomes. Donc souvent, on va partir d'une carte. Mais c'est pas toujours le cas. Une manière de faire, ça va être par exemple d'avoir un petit point de départ, un endroit où commencer, il faut bien que vous commenciez quelque part, et ensuite, de manière très itérative, c'est-à-dire étape par étape, au fur et à mesure des modifications et des ajouts que vous allez faire, vous allez vous rendre compte d'interactions, de synergie. Vous allez vous dire « Ah, mais en fait, cette carte-là, elle me fait penser à cette chose-là. Est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup que j'essaye de rajouter ça, ça et ça ?» Parce que ce serait cohérent avec. Et c'est pour ça que quand je parle d'interaction, je parle pas nécessairement d'interaction dans le gameplay. Je parle pas forcément de détruire la créature ciblée, je mets une créature et il y a une interaction. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est plutôt une interaction globale. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous allez avoir des cartes juxtaposées les unes à côté des autres, ou en tout cas qui se suivent dans votre liste, vous allez vous rendre compte que certaines choses vont émerger naturellement. Ah, j'ai pas mal de cartes qui interagissent avec le cimetière d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le cimetière ne serait pas un thème dans mon cube ? Est-ce que ce serait pas quelque chose que j'essaierais de travailler ? Ou encore, ah, c'est rigolo, j'ai mis des créatures à chaque fois pour les différentes mécaniques auxquelles je pensais, mais au final, je me rends compte que j'ai beaucoup d'humains et j'ai beaucoup de gobelins. Est-ce que je mettrais des synergies tribales ? Peut-être que c'était pas prévu à l'origine. Ça, c'est exactement ça la méthode ascendante. C'est que vous n'allez pas tout penser en amont, vous allez d'abord essayer d'avancer des éléments les uns après les autres. Et au fur et à mesure, vous verrez naturellement des choses émerger de l'ensemble, et c'est ces choses-là qui deviendront la structure, et pas dans l'autre sens. Je vous donne un exemple avec une carte. Par exemple, j'adore, l'Engeance de Thrax. Voilà, c'est un dragon de Theros. Ça va être mon point de départ. Et peut-être que ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que c'est cool parce que c'est un dragon. Donc je vais mettre d'autres dragons avec. Et en plus, j'aimerais bien que ce soit une carte qui soit bien dans mon cube. Donc c'est quand même un dragon qui coûte 7 mana. Donc je vais mettre pas mal de cartes qui font du mana. Ah, mais du coup, est-ce que je mettrais pas d'autres cartes qui coûtent pas mal de mana ? Puisque j'ai déjà un thème ramp, j'ai déjà un thème où on produit beaucoup de mana pour jouer des grosses cartes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une autre manière de faire, c'est d'avoir une logique qui est basée sur un concept de jeu précis, mais qui n'est pas forcément une carte. Par exemple, un type de carte ou un type de créature. Vous pouvez très bien vous dire, moi j'aime bien les dragons. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là ? Je vais d'abord regarder des dragons. Ou alors, vous dire, moi, j'aime bien les cartes vertes. Donc je vais commencer à regarder des cartes vertes. Tout ça, ce sont des exemples de méthodes ascendantes. Vous pouvez aussi partir d'une extension. Si jamais vous aimez beaucoup une extension, mais que vous ne voulez pas avoir une approche justement descendante, où vous vous diriez « je vais faire un cube avec uniquement des cartes de cette extension », ça c'est une approche très descendante, où vous dites « je me fixe une contrainte à partir d'un concept », et bien à l'inverse, vous pourriez vous dire « moi j'adore l'extension Lorwyn,
je vais regarder les cartes de l'extension Lorwyn, et si ça se trouve, petit à petit, je vais me dire « Ah, mais moi, j'aimerais bien mettre cette carte-là, j'aimerais bien mettre cette carte-là. Ah, mais du coup, ça m'inspire tel thème. » Et ça se trouve, votre cube, il ne sera pas du tout autour de Lorwyn, mais votre point de départ, ça aurait été Lorwyn. Parce que vous vous êtes intéressé à l'ADN de cette extension. Un autre exemple que je trouve assez édifiant et qui, encore une fois, peut servir à la fois dans une méthode ascendante ou dans une méthode descendante, c'est partir de votre collection. Deux manières de considérer la chose. Soit vous vous dites, je vais faire un cube à partir de ma collection, et ma contrainte, c'est que 100% des cartes de mon cube devront faire partie de cette collection. C'est une énorme contrainte. Ça va vous contraindre énormément dans des choses assez évidentes, comme la mana base, ou même de manière générale, et la possibilité d'avoir un cube équilibré dans les couleurs, etc. Mais ça, c'est une approche descendante. Le même point de départ, mais avec une approche ascendante, ce serait de vous dire, je vais prendre ma collection, je vais voir ce que j'ai dans ma collection, et qu'est-ce que je peux faire avec. Et ensuite, on verra. Ensuite, on verra si je dois rajouter des cartes qui ne sont pas dans ma collection et que je dois en acheter. Je verrai si, au fur et à mesure que mon cube évolue, finalement, la collection, c'est pas ça qui était important. À partir du même point de départ, vous pouvez avoir des méthodes très différentes et ça fait pas le même cube. C'est ça ce que je veux vous dire. Le but, c'est pas que vous choisissiez arbitrairement une méthode. J'essaie de vous expliquer pourquoi ces deux méthodes sont différentes, en quoi elles sont différentes, pour que vous puissiez comprendre ce qui vous parle et ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et en général, on peut faire un peu des deux. C'est pas parce que vous avez une approche descendante, vous avez votre concept, vous êtes fixé votre règle, que pendant que vous êtes en train de créer, vous ne pouvez pas vous dire « Attends, mais en fait, ça ce serait super malin. Est-ce que je changerais pas légèrement ma contrainte de départ ?» Vous avez le droit de le faire. C'est pas interdit. N'oubliez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant que nous avons vu deux approches complètement différentes pour aborder la création de votre cube, j'aimerais faire un petit point sur différents éléments qui sont souvent, je dirais pas occultés, mais qui, de mon point de vue, sont assez importants à réfléchir en amont. Surtout dans une méthode descendante, évidemment, surtout dans une méthode top-down, mais même dans une approche plus ascendante, ce sont des choses que vous pourriez avoir intérêt à réfléchir un petit peu avant de vous lancer dans la création de votre cube dans le détail. D'abord, la première chose dont je voudrais parler, c'est la taille de votre cube. Alors, je ne fais pas partie des personnes qui vous diront un cube c'est 360 cartes et vous devez avoir une excellente raison pour en déroger. Je pense que la taille de votre cube dépend de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que un cube, plus il a de cartes, plus il est long à faire, ça je pense que vous l'aviez deviné, mais surtout, plus il est difficile à équilibrer. Très rapidement, ce que vous pouvez savoir, c'est que un archétype qui demande des cartes spécifiques, vous avez plus de chances de les voir si votre cube est plus petit. Pourquoi ? À cause d'un principe tout simple qu'on appelle la variance. Et plus votre cube est grand, plus les cartes sont diluées au milieu d'un grand ensemble de cartes. Et donc, vous augmentez les chances que, potentiellement, il y ait une fois où vous ayez toutes les cartes et lors d'un prochain draft, que la personne qui veut drafter le même archétype que vous, en fait, elle en voit aucune. Parce qu'elles ne sont pas distribuées, parce qu'elles ne seront pas du bon côté, etc., etc. Et surtout parce qu'elles ne sont pas distribuées. Donc, considérez que plus vous allez agrandir votre cube, plus vous allez augmenter la variance. Ce que ça signifie aussi, c'est que si vous voulez une expérience plus renouvelable, quelque chose de plus différencié, où vous allez moins vite vous lasser de votre cube, parce que vous allez le drafter très souvent, eh bien, peut-être qu'une des solutions, c'est d'augmenter la taille de votre cube. Mais, et parce qu'il y a évidemment un mais, ce n'est pas quelque chose de rigide. Là, je vous dis 360. Quand je parle de taille plus grande, évidemment que je pense à 540 ou 720. Ces nombres, ils n'ont pas été choisis par hasard. 360, ça signifie que si vous draftez 3 boosters de 15 par personne et que vous êtes 8, vous draftez l'intégralité du cube. À 540, vous drafterez les 2 tiers du cube. Et si jamais vous faites un 720, vous ne drafterez que 360 cartes, donc la moitié du cube. C'est un concept important parce que l'idée, c'est que cette taille-là va vous permettre facilement de
calculer combien de joueurs vous pouvez mettre à votre table de draft et aussi à combien de personnes est-ce que vous voyez l'intégralité des cartes. Pour autant, ce n'est pas impossible de faire un cube qui fait 366 cartes. Ce n'est même pas impossible de faire un cube qui fasse 352. Ce que ça vient dire, c'est si vous voulez drafter des boosters de 15 cartes et 3 boosters par personne, vous ne pourrez pas drafter à 8. Mais peut-être que c'est pas grave. L'idée de réfléchir en amont à cette taille de cube, c'est pas pour vous donner un cadre et un carcan strict. Parce que peut-être que, en partant d'une idée, je vais me rendre compte qu'au final, la bonne taille pour mon cube, c'est pas celle que je m'étais dit à l'origine. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Ne vous dites pas que vous devez vous marier définitivement aux décisions que vous avez prises au début de la création de votre cube. Petite anecdote, dans le cadre de la création de mon cube archéologique, je pensais faire un 540. Je voulais un cube avec davantage de variance. Je voulais un cube justement qui se renouvelle plus, qui soit moins millimétré. Parce que mon cube précédent, mon cube artefact, était beaucoup plus rigide, beaucoup plus précis et me demandait beaucoup plus un travail d'horloger. Là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus dynamique, d'un petit peu plus différent. Et je me suis dit que un 540, c'était très bien. Une fois que j'ai terminé d'ajouter toutes les cartes que je voulais et que je me suis préoccupé de savoir lesquelles je devais enlever, je me suis rendu compte que j'avais 719 cartes dans mon cube. L'idée de passer ce cube à 720 et pas à 540 m'a vraiment effleuré l'esprit. Et ça aurait pas été une mauvaise décision si je l'avais fait. Au final, j'ai pris la décision de le descendre à 540 parce que je voulais qu'on ait quand même un petit peu plus de chance de voir les cartes que j'estimais les plus intéressantes. Mais ça prouve que dans la réalisation des choses, peut-être que votre projection s'avérera un petit peu erronée. Donc gardez cette souplesse à l'esprit. Mais dès le début, dites-vous que c'est une notion à laquelle vous devrez penser. Et le plus tôt vous l'anticiperez et vous mettrez une forme de structure, le plus tôt ça vous aidera. Par exemple, quand vous devrez choisir vos terrains, quand vous allez devoir choisir la quantité d'interactions qu'il y aura dans votre cube, avoir une idée de la taille globale de votre cube, ça va vous aider à définir vos ASFAN, c'est-à-dire la probabilité que vous avez de voir tel ou tel type de carte pendant un draft, et avoir ces données-là très tôt, ça va vous aider. Dans les autres choses importantes, et qui pareil peuvent se faire de manière beaucoup plus émergente, mais je vous invite à y réfléchir dès le début, il y a la manière de drafter. Est-ce que vous avez 3 boosters de 15 cartes par personne ? Est-ce que c'est un cube qui ne se draft qu'en équipe ? Est-ce que c'est un cube en troll à 2 têtes ? Est-ce que c'est un cube où vous draftez 4 boosters de 12 cartes ? Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il vous faudra penser à un moment, qu'il vous faudra définir. C'est intéressant de le penser en amont pour une raison. C'est que vous pouvez soit vous dire qui vivra verra, mais le truc c'est que si vous vous attaquez à cette règle-là, vous venez augmenter le budget complexité de votre cube. Je m'explique. En fait, quand vous créez un cube, vous créez un nouvel ensemble de règles, un nouvel environnement avec lequel votre joueur ou votre joueuse va devoir interagir. Partez du principe que la moindre chose qui va dévier de sa trajectoire habituelle va demander à votre joueur ou votre joueuse de se concentrer davantage. Ça va lui demander de l'attention et de l'énergie. Donc, dans l'idéal, on aimerait économiser notre joueuse. On aimerait se dire, peut-être que là, c'est pas pertinent de la faire dévier de la trajectoire initiale. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Eh bien, c'est exactement pour ça que je vous en parle maintenant. Si jamais vous avez prévu de faire un cube qui est assez complexe, eh bien, peut-être que c'est pertinent de ne pas choisir des méthodes de draft trop alternatives. Peut-être que vous en tenir à une taille de cube standard, une manière de drafter classique. Peut-être que ça va aider les personnes à se mettre plus facilement dans le bain, à intégrer plus rapidement toutes les spécificités de votre environnement, et ça ne peut qu'être bénéfique pour votre cube. De la même manière, et là j'en arrive vraiment au gros morceau, il n'y a pas grand chose à en dire paradoxalement, c'est toutes les règles spéciales. Je vais vous parler de créer des cubes uniques. Là, en voilà une manière de le faire. Si on regarde le Turbo Cube de Anthony Mattox, qui est donc un des 2 casteurs du podcast Lucky Paper Radio, le Turbo Cube, vous commencez avec un emblème qui dit « Les capacités activées coûtent 2 de moins et les sorts coûtent 2 de moins à lancer ». Cet emblème change évidemment tout dans l'environnement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les cartes sont à réinterpréter. Par exemple, un prisme prophétique qui est censé coûter 2 mana et quand vous payez 1 mana, vous le convertissez en un mana de n'importe quelle couleur. Au lieu d'être quelque chose qui va venir fixer votre mana
mais qui va vous coûter un petit peu de mana pour pouvoir le faire, ça devient non seulement un mox, c'est-à-dire un artefact à 0 mana qui produit du mana, mais en plus vous piochez une carte quand il arrive en jeu. Tout ça, c'est très grisant. Ça peut être tentant de vouloir systématiquement avoir sa règle spéciale, sa règle unique. Mais n'oubliez pas que le coût en complexité de ce genre de choses est énorme. Si jamais c'est votre point de départ, votre idée originale, c'est ça votre concept. Dans ce cas-là, évidemment, pensez votre cube autour. Mais je vous incite fortement à choisir vos combats en termes de complexité. Si vous avez de la complexité ici, choisissez la simplicité ailleurs. Essayez de ne pas vous dire que votre budget complexité est illimité. Même pour des joueurs confirmés, tout ce qui demande de l'attention est coûteux en énergie. Et si vous ne voulez pas ressentir en tant que joueur ou en voyant vos joueurs, si vous ne voulez pas ressentir de la frustration devant des misplays un peu idiots parce qu'on a oublié telle information, je vous incite fortement à être précautionneux en ce qui concerne ça. C'est tout pour cette première partie du Cubtoriel. La semaine prochaine, nous verrons la deuxième partie qui parle de la réalisation plus intellectuelle, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi les cartes que vous mettez dans votre cube. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Four-Lacroix, votre humble serviteur dévoué aux mystérieux arcanes du game design. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergry, le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.